Bonsoir Edith, formellement. Bonsoir Michel. Bonsoir. Bonsoir, Vous Magali. passez une belle soirée? Eh bien oui. Oui, ben oui. Oui, on a Toujours été très bien émouvant. accueillis. Oui. Ah, ça fait grand plaisir. Vous êtes prêts pour cette période de questions? On va essayer, on va faire de notre mieux. Hein? Ah, Oui, vous c'est l'avez ça. très bien fait à plusieurs reprises. D'ailleurs, Edith et Michel se sont joints à des projections dans les cinémas pour répondre aux questions des gens. Donc, vous avez déjà un peu de métier. Ouais. Après, vous l'avez fait 9 fois? Oui, nous, on 9 a fois. fait 9 fois. 9 fois. Ouais. Donc, c'est la 10e ce soir. Oui, C'est la exactement. Un beau chiffron, on aime ça. Et si je commençais, moi, j'ai envie de vous poser une première question. C'est quoi la genèse de ce film-là? Puis qu'est-ce qui vous a décidé à transmettre votre histoire puis à la partager comme ça? Ah, mon Dieu, ça pourrait être une longue histoire, mais rassurez-vous, on va essayer de faire ça très, très court. C'est une demande qui nous avait été faite d'une conférence à 2 voix. Et on ne savait pas trop quoi faire. Et finalement, on a décidé de parler de la seule chose qu'on connaissait vraiment, c'est-à-dire ce qu'on avait vécu. On était sûr, en abordant ce sujet-là, qu'on n'allait pas dire des choses qui n'existaient pas, c'était vraiment les nôtres. Et on est allé comme ça, c'était en Belgique, et l'accueil qu'on a reçu là-bas nous a vraiment renversés. Et déjà dans l'avion, on se disait, mais il faut continuer, c'est pas possible. Bon, ça a l'air vraiment de résonner chez les gens. Et là, bon, on a ajouté un décor et un éclairage et tout ça, de la musique. Et puis, on est parti comme des saltimbanques à travers le Québec. Et pendant une dizaine d'années, on a présenté sur scène cette lecture. Et puis, pour le reste, ben, vous le savez, maintenant, c'est l'appui qui a repris ça. Et ce qu'on a compris, au fond, c'est que c'était notre vécu qui était porteur et qui intéressait. On n'a pas cherché à théoriser, on n'a pas cherché à passer un message. Non. On s'est livré, au fond, tel qu'on avait vécu l'expérience. Et c'est ce qui semble avoir touché les gens. Absolument. Mais je voudrais, Magali, ajouter quelque chose. Sans le génie de Josué Bertolino à l'image et à la réalisation. Et de Guillaume Chouinard, elle est toujours modeste un peu sur la question, qui est son fils à la bon. scénarisation. On ne se serait pas trouvé dans l'œuvre Oui, qui a été projetée ce soir. On n'aurait pas la qualité de ce film. Bien, je pense que vous mettez le doigt sur ce qui fait l'émotion chez les gens. Je pense que c'est la qualité de ces images-là rendues, ce génie-là. Ah oui. Puis votre engagement sans pudeur à nommer les choses. Je pense que je peux me faire le témoin de toutes les personnes qui l'ont entendu. Ça va droit au cœur, très certainement. Puis j'ai envie tout de suite de vous poser une question qui nous provient d'une de nos participantes ce soir. Parce qu'au moment de l'inscription, les gens pouvaient nous transmettre déjà des questions pour vous. Donc, la première, ce serait celle de Françoise Golden de Saint-Eustache, et je vous la lis. Donc, quel soutien pouvons-nous apporter aux proches aidants à part les écouter? J'ai une amie qui est proche aidante pour sa mère qui a maintenant 102 ans. Elle vit toujours à domicile et ne veut pas faire appel à un organisme pour lui apporter de l'aide. Que puis-je faire? Michel? Au fond, je trouve que c'est une sacrée belle question. C'est extrêmement difficile, je dirais, de refuser une demande faite par une personne atteinte d'une maladie dégénérative. Et si je me mets un peu dans la peau de cet homme, je peux comprendre qu'il soit incapable, je dirais, de refuser de répondre aux demandes de sa mère. Ça n'est pas simple. Et si je me mets maintenant dans la peau de la personne qui a posé la question, je me dis, mais occupez-vous de ce fils. Il a besoin d'aide lui aussi. Et s'il veut continuer d'aider sa mère, il va falloir que quelqu'un s'occupe de lui aussi. Alors, le distraire, le sortir, le changer un peu d'ambiance et de décor, si on veut qu'il se rende jusqu'au bout de cet accompagnement. Et puis peut-être profiter de ces rencontres-là pour glisser subrepticement un peu d'informations sur les services qui sont offerts, notamment par l'appui. Ouais. Parce que moi, ce que j'en comprends aussi, c'est qu'il n'a pas encore fait la démarche d'aller d'abord chercher de l'information et d'aller chercher de l'aide. Moi, j'ai envie d'ajouter quelque chose à ce que dit Michel, puis de peut-être te contredire un peu. Ah ben là.
Je ne veux pas le Est-ce que contradire. j'aurai un droit de réplique? On verra, on verra, on verra. Mais mon expérience, c'est que ma sœur, qui m'aimait beaucoup, me harcelait avec l'histoire de « va, il chercher de l'aide, tu devrais le placer, etc., etc. » Puis jusqu'à ce que je lui dise un jour, « Écoute, le Monique, là, tu vas arrêter ça. Tu vas me faire confiance et je dois m'attendre. » Et ça, c'est très important. D'ailleurs, à partir du moment où elle a tout arrêté ça, comme par hasard, j'ai demandé de l'aide. Est-ce que ce n'est pas une question de caractère? C'était sûr qu'il était pour en arriver là. Mais en tout cas. De caractère et d'équilibre, peut-être, parce que je pense que c'est bien que quelqu'un nous Oui. reflète qu'on peut potentiellement avoir besoin d'aide, mais il faut trouver le juste équilibre Oui, avec c'est votre rythme de personne proche aidante. Mais il y a quelque chose qui me rejoint. J'irai la chercher quand j'en aurai besoin. Oui, Ouais. c'est ça. Aide. C'est ça. Oui, oui. Donc, soyez à l'écoute. En fait, je pense que la réponse est bonne autant pour les personnes proches aidantes que pour les gens comme madame qui accompagnent quelqu'un Ouais. puis qui voient un proche aidant, hein, Oui. parfois s'épuiser. Puis on va revenir sur la culpabilité tantôt parce qu'il y a assurément une petite donne de culpabilité aussi, hein, d'aller chercher de l'aide. C'est pas impossible. C'est pas Il y a impossible. peut-être ça aussi. Maintenant, on va aller vers une question qui nous a été adressée ce soir, donc directement via l'endroit où vous pouviez nous partager des questions. Donc, je la lis comme suit. C'est une question de Doug. Est-ce que d'arriver à seulement être capable de vivre le moment présent sans attente, sans suite ni passé, serait l'ultime façon de vivre l'union en communion avec l'être aimé? Il y a une deuxième partie à la question. Donc de vivre sans se fier, pardonnez-moi, est-ce qu'elle a déjà été, sans essayer de prédire ce qu'elle pourrait préférer dans le moment, mais juste de se résoudre avec ce qu'elle est maintenant? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, cette question-là me réfère à... Surtout quand, en hébergement, tout à coup, j'ai compris que le seul fait d'être là et qu'il me trouve là, qu'il dorme devant moi, il dormait, il ouvre les yeux, il me voit, il referme les yeux, je suis toujours là. Et ça, je pense que c'est un moment où j'ai compris que je n'avais plus à attendre de résultats. J'ai toujours eu l'impression qu'il fallait que je fasse des choses pour que ça produise quelque chose, pour qu'il soit mieux, pour qu'il soit meilleur. Et vient un moment où on se dit non, l'avenir n'est pas dans le résultat. L'avenir est dans la présence et dans la seule présence. Et le seul fait d'être là, de mettre la main, je peux me permettre, pas pour les mêmes raisons, pas pour les mêmes raisons, mais je peux me permettre de mettre la main sur lui. Je pense que c'est un moment charnière, ça, dans notre vie, juste de sentir qu'il suffit d'être là. Un moment présent, maintenant. Oui. Ouais, Michel, vous partagez ça? Je partage ça, je suis parfaitement d'accord. Mais c'est pas quelque chose... c'est pas un niveau que l'on atteint facilement, rapidement et spontanément. Et moi, j'aurais mis beaucoup de temps à atteindre ce que j'appellerais cette forme d'état de grâce. Oui. Effectivement. Bien, merci, Doug, pour votre question. J'espère qu'Edith et Michel ont éclairé votre lanterne. Pour la prochaine, on va maintenant se tourner vers une vidéo. Donc, à la suite de la tournée, il y a plein de gens qui ont soumis des questions. Il y en a auxquelles vous avez pu répondre directement aux gens. Mais on a reçu aussi d'autres questions, puis on est allé les recueillir pour vous, pour que vous puissiez répondre ce soir. Donc, on y va pour notre première question vidéo. Oui, bonjour, Nathalie Savoie de Boucherville. Ma question aujourd'hui pour Edith et Michel est la suivante. Comment fait-on pour ne pas être englouti par son rôle de proche aidant? Merci, bonne journée. Merci à Mme Savoie pour sa question. Je vais la diriger vers Edith. Comment on a fait pour ne pas être englouti par son rôle de proche aidant? C'est une lente évolution. C'est une lente évolution. Je pense qu'au début, on fait ce qu'il y a à faire, bien sûr. Bon. Une chose, moi, m'aidait beaucoup. C'était de me dire... tu n'es pas responsable de ce qui arrive. Ce n'est pas toi qui a fait en sorte que cette maladie s'installe dans la maison. Et me disant ça, ça me faisait du bien. Et je savais à ce moment-là que je devais faire des choses pour moi. Et j'aimais beaucoup me retrouver dans la société, c'est-à-dire avec du monde
ordinaire. J'allais prendre mon café, manger mon croissant puis mon café. D'ailleurs, j'ai pris pas mal de poids à ce moment-là. Mais on aurait dit qu'il fallait que je me retrouve avec des gens dans la vie À vivre. courante. Oui. Vivre. J'allais au magasin, je me suis inscrite à des concerts, ce que je n'ai jamais fait. Il y avait des concerts gratuits chez Ogilvy. J'allais faire mon concert gratuit. Mais c'était le fun. Puis j'étais avec du monde. Je pense que c'est ça qui fait qu'on n'est pas englouti. Des pas toi. parenthèses de vraie vie. Oui. Des parenthèses oui. de ne pas être dans le soutien, de ne pas être là pour Exactement. quelqu'un d'autre, Ouais. être là pour soi. Ah oui? Oui, oui. Et moi, ça a pris une autre forme. Au fond, ça a été de reprendre le travail. Je venais de prendre ma retraite. Mais j'ai assez vite compris que si je ne retrouvais pas des activités qui me sortaient, je dirais, là, de force, en quelque sorte, de la maison dont j'étais devenu captif, je ne tiendrais pas le coup. Ça, c'est bien une affaire de gars, hein? Reprendre le travail. Ça m'est pas venu à l'idée, moi. Mais tu ne penses pas que ça pourrait être une bonne idée aussi pour les femmes? Non? En fait, je pense que c'est une bonne idée, mais On va laisser faire. Quiconque, ça répond aux besoins, je Ben pense. oui, c'est ça. Mais je pense que c'est un peu à chacun sa formule. Je pense Et que ça oui, je pense qu'il faut répond. trouver la nôtre hein, comme prochain rang. Exactement. Si on avait un C'est- conseil, c'est de la trouver, notre Oui, formule, Oui. c'est très qui nous fait personnel. du bien. Donc, Très vous avez personnel. chacun eu la vôtre. Maintenant, on va prendre une question qui nous a été aussi acheminée au moment de l'inscription, quand les gens pouvaient nous soumettre. Donc, je vous la lis comme suit. C'est une question de Yamika Courchaine de Gatineau qui nous dit « Avez-vous utilisé les ressources de support aux personnes proches aidantes disponibles dans la communauté? Et si oui, est-ce qu'elles vous ont réellement apporté aide et réconfort? » Là, est-ce que c'est mon tour? Savez-vous, je vais vous répondre à cette question-là. Vous allez finir par y parler tous les deux. Donc, on va commencer avec Elle est Edith capable de me Journier-Michel. laisser partir. Allez. Au départ, moi, corrigerai. j'ai eu beaucoup d'aide, c'est-à-dire j'ai eu beaucoup d'aide, je le dis dans le film, et l'aide qu'on m'apportait, donc, ne me convenait pas. Ce qui m'a le plus aidé, et je souhaiterais que ça se répande encore plus, c'est quand j'ai trouvé ma dame de compagnie, que j'aime bien appeler mon auxiliaire, parce que c'était pas une dame de compagnie, c'était ma complice. Et pour la faire accepter par Michel, j'ai dit que moi, j'en avais besoin. Écoute, j'ai besoin d'aide pour la maison, pour la vaisselle, pour ceci, pour cela. Et Francine, tranquillement, elle a commencé à chanter des chansons avec Michel, à jouer au domino avec lui. Et tout à coup, ça a glissé. C'était vraiment, je pense, la formule de dire que c'était pour moi que j'en avais besoin. J'ai oublié la question. C'était sur les services dans la communauté. Ah Est-ce oui. qu'il y en a que vous avez pris? Puis est-ce que ça a eu l'impact que vous escomptiez? Oui, bien, il y en avait, écoutez, c'était il y a 20 ans. Et quand on a fait la tournée des cinémas, hein, on a vu qu'il y avait beaucoup plus de ressources maintenant, des choses formidables qu'on a découvertes. Une affaire, là, comment ta pause à toi, Oui, ou ouais, toi, ouais, bon, ouais, ouais. et puis les sociétés Alzheimer avec des groupes d'entraide, et puis il y a tant de choses au fond dont j'aurais pu profiter, mais je ne l'ai pas fait, mais à culpa. Et moi, je pense que si ça doit se développer ça, et si ça se développe, c'est beaucoup, je pense, parce qu'on fait de la publicité autour de ça. Hein? Ah oui. Parce que moi, spontanément, il ne me venait même pas à l'idée d'aller demander de l'aide. J'ai toujours été convaincu que je n'avais pas besoin de personne. Ah oui, ça, mais c'est Juste- encore comme ça. Oui. Jusqu'à ce que je réalise que non, c'était pas vrai. C'était pas vrai. Et si j'avais pas eu l'aide dont j'ai fini par aller chercher, je n'aurais pas pu tenir toutes ces années-là. Puis Ouais. Edith, je fais le pont avec ce que vous dites. Il y a 20 ans, il n'y en avait pas autant. Vous avez constaté hein, dans les dernières Je trouve années ça Oui. formidable. la panoplie maintenant de services qui se déploient à travers le Québec. Puis si vous terminiez votre prochaine danse aujourd'hui, là, puis que vous saviez ces ressources-là, est-ce que vous recommanderiez aux gens d'appeler plus? Ou contrairement, Ben- si Michel, vous dites, moi, je l'aurais peut-être pas fait. Ce que Ah. j'entends, est-ce que je l'aurais pas fait de toute façon? Est-ce que vous êtes capable de dire qu'aujourd'hui, vous l'auriez fait? La question est indiscrète, mais je vais essayer d'y répondre honnêtement. Euh, je pense que le climat d'ensemble joue un rôle très important. Comme c'était peu connu à l'époque, j'aurais eu le sentiment d'aller quêter. Hein? Et donc d'aller
d'aller chercher quelque chose qui n'allait pas de soi. Et ce que je perçois comme différence maintenant, c'est que ça va de soi. Mhm. Non seulement ça va de soi, mais je pense que la société tout entière y gagne à offrir ces services-là. Oui. C'est Puis, devenu des services nécessaires, indispensables. J'ai envie de vous dire que le film fait œuvre utile aussi, oui, mais hein? plus que ça, je vais dire, puis c'est pas parce que je veux faire de la publicité, là, mais je me dis, devant la fourchette de services actuels, moi, là, si c'était maintenant, là, j'appellerais à l'appui, puis je dirais, écoutez, là, il y en a tellement de services que Ouais. lesquels vous pensez pourraient m'aider. Puis je Ouais. pense que vous avez ce service-là qui Ouais. pourrait dire aux gens, avec ce que vous me dites, madame, ce que vous me dites, monsieur, je crois que tel service effectivement répond à votre demande. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, Ouais. puis on peut se perdre là-dedans. Merci Edith pour ce commentaire-là. Puis j'en profite pour dire aux gens que c'est exactement la mission d'Info Aidant, c'est d'écouter, d'informer, de référer pour bien capter le besoin, la nature de où on habite, de qui on est comme personne et de trouver les bons services au bon moment. Donc, n'hésitez pas, cher prochainement, à appeler Info Aidant, puis je vous encourage à le faire comme je l'ai fait en début. On va aller maintenant à une nouvelle question à nouveau, qui est une question du public de ce soir. C'est une question de José qui vous demande, Edith et Michel, quelles ont été vos attentes vis-à-vis de vos enfants dans votre parcours de proche aidant? Oh, C'est mon beau Dieu. cette question, je l'aime. Oui, c'est une très belle question. Je l'aime beaucoup. Alors, je pense que je vais y répondre. Hein? Pardon? Bon. Tu penses quoi que tu vas y Que répondre? je vais d'abord y répondre. Non, Mais- c'est à mon tour. Oui, mais moi, j'avais Oui, 3 non, enfants. regarde. OK, Il y en avait je décide. Ouais, Edith, vous êtes allée tantôt, je vais laisser aller Michel, puis je vous prends Merci. ensuite. Enfin, Fait plaisir. quelqu'un qui me comprend. Michel, vous écoute. Vos enfants. Moi, je n'osais pas avoir d'attente à l'endroit de ma fille. J'ai une fille unique. Je n'osais pas lui demander ça. Je considérais qu'elle avait, qu'elle était dans une étape de sa vie où elle avait plein de choses, je dirais, à gérer. Un développement qui était le sien, des projets aussi de vie. Je me suis dit non, c'est pas sa responsabilité à elle, c'est la mienne. Mais ça, c'était mon point de vue. Ça n'était pas nécessairement le sien. Merci. Ouais. Et je dirais fort heureusement, j'ai été là faire ces services et j'en ai beaucoup profité, mais vraiment. Elle venait régulièrement, était massothérapeute, par exemple, et elle venait faire des massages sur chaise à Nicole. Je m'en souviens encore, j'ai même fait des photos où on voit Nicole sur la chaise de massage. Et ça a été extrêmement précieux. Elle s'occupait aussi de moi. Elle pouvait arriver avec un petit plat, bon. Alors, c'était extrêmement précieux, extrêmement apprécié. Mais par sa spontanéité. Et peut-être pas d'autant par- plus que je n'avais pas d'attente. Mais c'est ce que j'allais dire, par sa spontanéité, pas par vos Oui, attentes. absolument. Puis Edith, Absolument. vous, de votre côté? Ben, moi non plus, j'en avais pas d'attente du tout, puis je leur ai rien demandé. Mais ils se sont spécialisés. Mon fils qui venait tous les dimanches, c'est clair qu'il avait décidé de prendre soin de sa mère. Et l'autre jour, il l'a dit, moi, il dit, j'étais là pour aider l'aidant. Et c'est très important. Mhm. Et il a ajouté, j'avais décidé d'investir sur celui des deux qui avait le plus de chances de survivre. Oh, c'est puissant, ça! Et C'est- je pense que ouais, c'est c'est... puissant, puis il faut ajouter le fait que euh, si on n'aide pas la proche aidante, il arrive trop fréquemment je dirais qu'elle se tue au travail hein, Oui, et oui. qu'elle disparaisse avant la Épuisement et personne malade. détresse, Ouais. inévitablement. Puis Ouais. j'en avais un autre, ma fille, elle venait, elle, c'était vraiment la câlineuse. Elle prenait son père, elle lui donnait des... C'était vraiment son rôle à elle. Elle avait aussi un petit bébé à l'époque, elle était moins disponible. Et il y en avait un autre qui, le fils aîné de Michel, avait été déjà préposé aux bénéficiaires. Alors lui, il avait le métier. Avec le savoir-faire. C'est ça. Alors, c'est formidable de voir comment les enfants se positionnent. Je pense je ne sais pas s'ils s'étaient parlé entre eux, mais ça s'est fait comme ça. Et il y avait aussi que quand je voulais du répit, là, ils venaient coucher à la maison, puis je pouvais partir avec les enfants qui prenaient leur père en charge.
Merci Édith, merci Michel, merci Josée pour votre question. J'espère Oui. que les commentaires d'Édith et Michel vous ont nourri par rapport à cette question-là. Maintenant, on va retourner à une question vidéo. Nous allons l'écouter à l'instant. Bonjour, mon nom c'est Julie Charret, j'habite la Rive-Sud de Québec. J'ai une question pour vous. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il faut faire, c'est quoi le mieux pour les proches aidants, comment qu'on se prépare en fait au départ à l'hébergement de la personne malade, puis comment qu'on peut préparer aussi la personne qui est malade le mieux possible. C'est un gros dossier, c'est quelque chose qui est clairement pas facile, alors c'est ça. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Julie nous pose une question que vous avez certainement entendue dans les salles de cinéma, qu'on vous a abondamment parlé. C'est une question qui revient beaucoup aussi à Info Aidant à l'appui. Michel, si je vous lance sur la réponse. D'une manière, je suis un mauvais exemple et je ne suis pas certain que l'on puisse vraiment préparer ça. Et, évidemment, tout dépend du type de maladie dont est affligée la personne. Mais dans le cas de Nicole, au moment où ça s'est produit, je dirais, elle était tellement peu consciente de ce qui se passait pour elle que je ne voyais pas de préparation possible. Le plus difficile, ça a été de me préparer. Vous, hein? Moi. Puis là encore, j'ai été très chanceux. Je profitais du service d'hébergement en alternance offert par le CHSLD. Et au 3e hébergement, je le dis dans le film, on me dit, on a une chambre qui se libère, on pourrait garder Nicole. Là, les gens m'ont ramolli. Mais 3 jours plus tard, la décision était prise avec l'aide de proches amis et elle est restée à l'hébergement. Et je considère au fond que j'ai été extrêmement chanceux que ça se passe comme ça. Parce que, au fond, tout en ayant été très chanceux, j'ai trouvé cette décision extrêmement déchirante à prendre. Ouais. On le sent bien dans le film, toute votre émotion suite à ces périodes-là. C'est très Puis dur. Michel et Nicole n'ont pas vécu la même phase d'hébergement non plus. Tous les deux, vous dites? Non, moi, pendant 7 mois, chaque fois que le téléphone sonnait, j'en tremblais. Je me disais, est-ce que c'est le téléphone jusqu'à temps que ça arrive? Et je ne pense pas qu'on puisse véritablement se préparer. Mais ce qui m'aurait probablement rassuré beaucoup, ça aurait été de rencontrer des personnes qui ont déjà franchi le pas. Et je crois que si j'avais participé, par exemple, à un groupe d'entraide ou de gens qui sont déjà en hébergement, ça m'aurait énormément aidé. Je pense que la Société Alzheimer ou d'autres sociétés comme ça, les regroupements de proches aidants le font. Et j'encourage beaucoup les gens à le faire. Mais quand on arrive en hébergement, il faut apprivoiser le milieu. Il y a un double apprivoisement. Il y a le patient et il y a soi. Et ce que j'ai vu en arrivant dans cette... Et le personnel. Et le personnel. Mais ce que j'ai vu, là, écoutez, j'étais dans une période d'étonnement. On voit de la beauté. Pas que de la beauté. Mais il y a de la beauté. Il y a des beaux gestes. Il y a des choses qui m'ont tellement émue. Et ça m'a bouleversée, ça a fait partie de mon apprivoisement. Et j'ai vu aussi Michel prendre du mieux parce qu'il était nourri d'une façon beaucoup plus régulière par rapport à sa diète. Ses médicaments, il les avait d'une façon beaucoup plus réglée qu'à la maison. Il y avait des stimulations qu'il n'avait pas. En tout cas, c'est pas que l'enfer. Loin de là. Je pense qu'on peut retenir, Édith, aussi, de votre réponse, c'est d'aller, puis c'est une méthode éprouvée dans n'importe quelle circonstance sociale, d'aller parler avec des gens qui vivent la même période que nous. Donc, peut-être qu'on pourrait suggérer à Julie... Puis, il y a quelque chose aussi qui peut servir, c'est les centres de jour. Oui. Oui, pour une... Ça peut permettre à la personne malade une adaptation, de voir un peu de quoi il retourne. Une approche étapiste un peu. Oui, exactement. Tout à fait. Mais merci Julie pour votre question. Maintenant, je vais lâcher vos yeux quelques secondes parce que je vais prendre le temps de bien lire. Je vous ai dit qu'on reviendrait sur la culpabilité, donc on y revient.
En fait, on a 2 questions, puis on a eu beaucoup de questions au sujet de la culpabilité. Donc, une première question qui nous vient de Mme Cadrin, Janine, qui nous dit « Est-ce normal de ressentir la culpabilité de ne pas en faire assez? » Mais je vais tout de suite vous rajouter une sous-question sur le même thème. Il y a Francine Trudel de Vaudreuil qui nous dit « Je m'occupe de mon frère en RPA et de ma sœur en CHSLD. C'est surtout la culpabilité de ne pouvoir en faire plus. Et si je mange un bon plat, je me dis toujours, ils n'ont pas le choix de manger ce qu'on leur donne. Quand je me paye de petites vacances, je me sens coupable car ils ne peuvent plus le faire. Quand j'ai du plaisir avec des amis, je me sens encore coupable. Ça se résume toujours par si je pouvais en faire plus. Qu'est-ce que ça résonne chez vous, Edith? La maladie d'Alzheimer, c'est, je pense, l'exemple par excellence du gouffre sans fond. On peut toujours en faire plus. On peut mourir aussi, oui, avant l'autre. Alors, c'est une question d'équilibre, de dosage. Quant à la culpabilité, je pense qu'on ne peut pas y échapper. Quand on a une certaine sensibilité, on ne peut pas y échapper. Ce qu'on peut faire, me semble-t-il, c'est d'en prendre une partie, dire je la place là dans mon univers, mais je m'occupe du reste. On ne meurt pas de la culpabilité. On peut y survivre à la culpabilité. Ça fait partie du fait qu'on aurait pu en faire plus. Maintenant, dans quelle mesure en faire plus aurait pu sauver l'autre? Je pense qu'on a encore de la toute-puissance à l'intérieur de nous. On a l'impression qu'on peut sauver l'autre. Ouais. Eh bien non, on ne pourra pas le sauver. C'est son destin. Mais mon destin à moi, c'est de vivre. Et de bien vivre pour l'aider. Autrement, c'est fatal. On ne pourra pas le sauver. Et si on se présente auprès de la personne aimée en projetant cette image de culpabilité, de projeter l'image qu'on a le sentiment de ne pas en faire assez, ça n'aidera pas la personne malade. Hein? Je dirais même au contraire. Ça peut devenir une culpabilité contagieuse. La personne aidée va se sentir coupable d'exiger autant. C'est un cercle vicieux. Oui. Et moi, je me dis, ça n'aide personne. Je pense que c'est important, comme proche aidant, de prendre soin de soi. Si on veut se rendre jusqu'au bout, si on veut vraiment aider, il faut être en forme. Hein? Il faut être bien. Puis il faut prendre soin de soi. Parce que ce qu'Edith dit, c'est qu'il va en avoir de la culpabilité. Oui. Il faut apprendre à la gérer, à l'apprivoiser, à se rappeler que même si on avait été au bout de nos capacités, est-ce que ça aurait changé véritablement quelque chose? Oui. En tout cas, j'espère, mesdames Trudel et Cadrin, que ça répond à vos questions. Puis pour toutes les autres personnes qui ont encore beaucoup de questions au sujet de la culpabilité, que vous avez envie de ventiler sur cette question-là, mais je vous rappelle encore le service Info Aidant, tous les jours, 7 jours sur 7, pardonnez-moi, de 8h à 20h. Vous y trouverez un accueil pour apprendre à l'apprivoiser, cette culpabilité-là. Oui. On ne peut pas l'enlever, mais on peut apprendre à vivre avec. Fait que venez chercher un peu d'aide, puis on va essayer de vous aiguiller quand vous vivez ces émotions qui sont si difficiles, mais à la fois inévitables. On va aller rechercher une nouvelle question du public. Donc, je vais la lire à l'instant. Nous avons une question de Marie. Marie nous dit « Votre relation du vivant de vos conjoints respectifs touche une question sensible, voire un grand tabou. Comment avez-vous réussi à ne pas céder, au jugement des autres? Votre entourage s'est montré sympathique et ouvert, mais ce n'est sûrement pas toujours le cas. Merci pour ce beau film. Presque un copier-coller de... Je vais prendre un petit roulement d'écran, mes collègues à la régie, parce qu'il manque un bout de la question, ou après copier-coller, c'est peut-être la fin. Mais si, mettons, on y va sur le sujet du grand tabou. Un copier-coller de l'histoire de Marie. Voilà, il manquait les 2 petits derniers mots. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à Marie? On touche une fibre sensible à la maison? C'est une très belle question. C'est une très belle question. Mais je vais donner un élément de réponse qui rejoint d'autres commentaires que j'ai formulés plus tôt. L'important, au fond, c'est vraiment de demeurer vivant. Et je pense que
d'entretenir une relation amoureuse, ça fait partie des bons remèdes pour se tenir vivant. C'est sûr que là va revenir aussi, évidemment, la question de la culpabilité. Mais j'ai encore là la même réponse. Il faut passer par-dessus cette culpabilité. Ma relation avec Édith n'a rien enlevé, je dirais au contraire, à l'affection que je continuais de nourrir et de porter à Nicole. Et je pense même que ça m'a comme permis d'en donner plus, parce que je ne me sentais pas privé. Hein? J'avais ma propre vie amoureuse, ma propre vie quotidienne, mais... il y avait du bonheur. Il y avait du bonheur. Ça transcende le bonheur. Oui, et le plaisir d'une relation, la richesse d'une relation, ça n'a fait que m'énergiser et que me donner, au fond, le goût de continuer. Hein. Il dit à la fin du film qu'il veut faire ses classes avec moi, mais je dirais que c'est vraiment un élève très, très doué. Très doué, oui, oui. Mais ça m'a fait beaucoup réfléchir, moi, au sens de la vie. C'est-à-dire, est-ce que c'est possible que je doive trouver dans le sacrifice le sens de ma vie? Ça n'a pas été long que la réponse a été non. Mm-hmm. Et j'ai compris aussi à quel point, depuis des années, ça faisait déjà 8 ans, que j'étais en train de mourir avec mon mari. Sans que ça paraisse, une petite mort douce, toute facile à prendre, très facile à prendre. Et je m'en allais comme ça. D'où aussi la peur que j'ai eue quand j'ai retrouvé Michel, parce que c'est un vieux compagnon, je ne raconterai pas tout ça. Là. Mais je me suis dit, est-ce que je vais accepter de m'attacher de nouveau? Ouais. Ça fait bien trop mal. Ça fait bien trop mal. Je ne suis pas pour revivre ça. Mais après ça, je me suis dit, mais c'est... Le regain de vie par rapport à cette petite tentation de s'étioler. Ah non, c'est pas possible. Alors j'ai dit oui. J'ai dit oui. Quant aux amis mes enfants étaient ravis. Ouais. Mes enfants étaient très inquiets. C'est une grande différence, je pense. Hein? Mes enfants étaient très inquiets de me voir mourir tranquillement. Ce qui n'empêchait pas de voir quelques jugements négatifs dans l'entourage. Sûrement. Oui, il y en a eu. J'ai perdu des amis. C'est comme ça. C'est comme ça? C'est un choix. C'est un choix à faire. Je crois que c'était même important de le déclarer. Ouais. De déclarer que c'était notre choix de vie et de se sentir bien là-dedans. Ce que nous n'avons pas réussi à faire au tout début. Ah bon, c'est un petit peu gâché, mais enfin... Mais c'est le fun, les amours interdits. On y trouve toujours un petit bonheur. Je l'avais pas vu comme ça. Merci Édith, merci Michel, puis merci Marie pour votre question. Maintenant, on va retourner à une question vidéo qui vient de Marie-Claude. Marie-Claude Lambert, Cantley, en Outaouais. Je suis infirmière au soutien à domicile du CLSC de Gatineau et j'aurais aimé connaître quelles sont vos attentes envers les professionnels de la santé, autant au niveau approche, soins, ressources. Merci beaucoup pour votre réponse. Merci Marie-Claude pour votre question. C'est sûr, c'est un vaste sujet, hein, les compétences, les soins, mais si je commençais par vous demander, Michel, au niveau de l'attitude, de comment que les proches aidants sont reçus dans les milieux de soins, vous réagiriez comment à la question de Marie-Claude? Moi, je dirais, au-delà de la compétence, évidemment, c'est le premier élément. Mais c'est la souplesse, l'adaptabilité, la présence aussi bien au proche aidant qu'à la personne malade. J'ai vécu une expérience assez difficile. Là, tu ne réponds pas à la question de Magali. Magali, elle t'a demandé comment les proches aidants sont reçus dans des milieux d'hébergement. Bien, dans les ressources de santé, en fait, au niveau de l'attitude, parce que la question de Marie-Claude est vaste, elle nous parle des compétences, des soins, du service, mais comment Moi, les j'ai personnes... répondu à sa question à elle, c'est pas légitime? Tout est légitime, messieurs, dames. OK.
Bon, Mais en fait, je voulais vous mais si ramener ça à devait l'accueil des personnes Oui. proches aidantes. Mettons, excusez-moi, c'est quoi vos attentes au CHSLD. au CHSLD, à l'hôpital, quand on est en soins avec la personne aidée? C'est quoi vos attentes de réception comme personne proche aidante? Ben d'abord qu'on nous tolère, qu'on nous accueille. Parce qu'en début d'hébergement, on a reçu tous les deux le même message. Ne venez pas trop souvent. On nous a dit ça. Bon, ouais. je pense que notre désarroi, le mien en tout cas, parce que j'ai vécu cette transition-là de manière assez difficile, et sans doute que c'était perceptible. Et peut-être que dans leur vision, ça les empêchait de construire, de bâtir une relation avec Nicole. Et donc, autant je peux comprendre ça maintenant, autant au moment où ça se passait, je ne voyais pas ça. Et ce qui était primordial pour moi, c'était de m'assurer que cette transition-là pour Nicole se passerait bien. Et en gros, c'est ça ma réaction. Je continue d'être étonné que l'on cherche à ce point, dès le début, je dirais, à s'accaparer notre proche pour de bonnes raisons. Je pense que c'est plein de bonne volonté de leur part, mais c'est comme si ça fait abstraction du vécu du proche aidant. Puis Edith, pardonnez-moi si je me trompe, entre les capsules puis le film, je ne suis pas certaine à quel moment vous nous avez dit ça, mais à un moment donné, de regarder les autres poser les gestes que nous, on posait et ceux qu'on ne pose plus parce qu'on n'est plus dans... Comment vous avez vécu ça? Qu'est-ce qu'on vous a accueilli là-dedans? Bien, c'est-à-dire, le personnel ne se rendait pas compte, mais moi, j'ai vécu beaucoup d'abandon. Quand il y avait beaucoup de monde à la maison, on arrive à l'Institut ou n'importe où, dans un CHSLD, et il y a un terme, moi, que je voudrais bannir des CHSLD, c'est la prise en charge. Moi, je ne leur ai jamais demandé de prendre en charge. Ça restait mon mari. Et j'étais encore sa femme, et j'étais encore sa proche aidante, mais j'étais perçue plus comme une visiteuse. Hein? Alors, mais pour ce qui est des intervenants qui viennent à la maison, je voudrais dire que souvent, on les voit comme des gens qui viennent regarder si ça se passe bien à la maison. Et ça, c'est très gênant. Et je voudrais souligner l'importance de réconforter le proche aidant dans ce qu'il fait de bon. En disant, écoutez, vous avez une compétence, vous, avec votre mari, avec votre femme, qui est extraordinaire. Quand je vous vois faire ça, là, je trouve que c'est une bonne idée, puis je vais en parler à une autre madame que je vois avec son mari. C'est bien, comment vous faites ça? C'est extraordinaire. Mais avec de la souplesse dans tout ça. Oui. La réciproque est vraie. Ouais. Edith a appris à brosser les dents de son conjoint grâce, je dirais, à une technique qui lui a été enseignée. Avec deux verres, tout simplement. Puis moi, laver les dents, c'était épouvantable pour moi. Mais 2 verres, je ne vous expliquerai pas comment il faut faire, là. Mais c'était bien simple. C'était beaucoup plus simple. J'ai trouvé ça formidable. Tu sais, bon. Mais souvent, on parle du savoir expérientiel des personnes précédentes. Parfois, ce n'est pas toujours la meilleure manœuvre. Mais c'est celle qu'on est capable de faire et dans laquelle notre aidé est confortable aussi. Oui. Mais cet aspect-là est extrêmement important. D'être reconnu. Tu sais, je pense que c'est important. Ça pourrait être un bel élément de réponse à la question qu'on avait. Hein? C'est la compétence du proche aidant. Exact. Maintenant, la prochaine question, Edith et Michel, que j'ai pour vous, nous est parvenue d'une personne au moment de l'inscription. C'est Marielle Filion de Labelle qui vous demande « Est-ce normal de vivre de l'ambivalence entre exaspération et bienveillance? Et comment contrôler nos émotions? » Moi, ma réponse, c'est-tu le moment des 3 W? Oui, c'est ça. Je pense que oui. C'est le wine, le work et le whisky. Donc, vin, travail et whisky. Travail et whisky. Mais ça a été beaucoup ma formule. Bon, je le dis à la blague dans le film. J'attendais l'apéro de 17h30. Il faut se... Enfin, moi... Mais il attend encore, hein? Il attend encore. Mais c'est bien. Ça. Oui, moi, j'éprouvais le besoin d'avoir dans ma journée, qui pour certaines pouvait être très lourde, avoir du temps à moi. Et ça a été ça, ma formule. Je pense qu'il peut y avoir plein d'autres formules. Ça a été la mienne.
Mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut se réserver du temps, avoir du temps à soi. Il faut trouver des façons, je dirais, de se reconstruire et de se réconforter, d'avoir du temps à soi. Je dirais, j'aimerais ça apporter quelque chose. C'est qu'un jour, j'ai bien compris que mon mari ne ferait plus de progrès. Hein? On dit ça, le temps va arranger les choses. Bien, dans notre cas, là, le temps n'arrangera pas les choses. Alors, je me suis dit, si lui ne peut plus faire de progrès, qui est-ce qui va faire du progrès? La seule personne qui pouvait progresser, c'est moi. Alors, à ce moment-là, j'ai commencé à mettre le focus surtout sur mon évolution. Et tout à coup, l'écriture m'aidait beaucoup pour ça. Et tout à coup, me dire, hey, regarde donc, j'ai réussi à passer à travers ça sans m'impatienter. J'ai réussi à l'attendre tout ce temps-là sans, chercher à faire d'autres choses. Ça me réconfortait énormément. Et maintenant, je sais que je suis capable de changer. Et ça, c'est capital. Et si encore j'étais dans cette situation-là et que j'étais exaspérée au point de me désespérer, parce que c'est proche de ça, hein, je pense que j'appellerais la ligne Info Aidant. Merci, Michel. En tout cas, je pense que pour Marielle, ce que vous venez de répondre tous les deux par rapport à comment on navigue dans ses émotions, mais tantôt, c'est de se trouver du temps, c'est aussi de se trouver son échappatoire. Vous écriviez beaucoup. Moi, j'écrivais beaucoup. Ça me faisait du bien. Ça peut être chanter, ça peut faire quelque chose, mais de trouver la chose qui nous sort de ce quotidien-là puis qui peut faire évacuer ces émotions qui sont souvent parfois négatives. Oui, bien sûr. Donc, voilà. On va se diriger maintenant vers une autre question qui vous a été écrite juste pour vous ce soir. Donc, la question nous provient de Michel Girard. Elle vous demande, selon vous, qu'est-ce qui devient plus lourd, plus difficile au fil du temps et qu'est-ce qui fait du bien? Qu'est-ce qui fait du bien? Puis qu'est-ce qui peut devenir plus lourd et plus difficile au fil du temps? Moi, je dis que ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est l'absence de communication. Avec votre mari? Ah, c'est tellement triste et c'est tellement difficile. Et vers la fin, je me suis retrouvée dans une sorte de désert affectif, désert de relations, de liens affectifs que je vivais comme quelque chose de très cruel. C'était très, très difficile. Ça a été pour moi la chose la plus difficile. Puis qu'est-ce qui fait du bien? Ben, qu'est-ce qui fait du bien? C'est toutes les petites choses. Et moi, j'ai eu le privilège de rencontrer ce bonhomme-là. Fait que, j'allais dire, à la clé, il y a eu l'amour quand même à la fin. Et ça s'est joué à deux. J'ai eu le même plaisir. Et moi, de mon cas, ça rejoint, au fond, je vais redire en d'autres mots ce que tu viens de dire. C'est l'absence totale, à un moment donné, de communication avec Nicole. Et il n'y avait plus rien, aucune réaction, plus rien. C'est ça le plus. Et donc, ça questionne tellement sur le sens d'une vie qui a perdu... Mais c'est le partage, la communication, c'est le partage. Hein? Fait qu'il y a comme quelque chose qui est brisé dans cet échange. Oui, parce qu'on s'accroche toujours à la moindre réaction tant qu'il y en a. On se dit, ben, il est encore là. Mais le jour où il n'y a plus rien, mais alors là, plus rien, on se dit, mais quel est le sens de tout ça? Je pense que vous avez bien répondu à la question de Michel. Je passerai maintenant aussi à une question qui nous a été posée au moment de l'inscription. Donc, bien, en fait, je trouve qu'elle rejoint, parce qu'en fait, ce que j'ai ici, c'est comment passez-vous au travers des moments difficiles. Donc, il y a eu les 3 W, il y a eu l'écriture, il y a eu la marche. Si vous étiez aujourd'hui, vous appelleriez Info Aidant au 855-852-7784 pour le renommer. Donc, maintenant, on va passer à une question vidéo. Donc, une autre question qui était issue de gens qui ont probablement vu votre parcours au cinéma. Donc, on va écouter la question de Denise. Moi, c'est Denise Leclerc de Scott en Beauce. Merci beaucoup pour la projection. J'aurais une question pour Édith et Michel, à savoir si c'était à recommencer, est-ce que vous le referiez de la même façon? Je vous remercie beaucoup et bonne soirée à tous. Michel, qu'est-ce que vous avez envie de répondre à moi, Denise? Spontanément, je dirais oui, je pense que je referais de la même façon. La façon dont on réagit est beaucoup le reflet de qui l'on est.
Avec les années, je vois bien que j'ai changé. Donc, ça m'arriverait maintenant que je me comporterais sans doute différemment de ce que j'ai pu avoir comme réaction à l'époque. Mais c'est pas, je dirais, c'est pas nécessairement en raison des leçons tirées de ce qui, de ce que j'ai vécu. Avec Nicole? Et de ce que j'ai fait de bien ou de moins bien. Mais c'est certain que une des choses que je retiens, bien évidemment, c'est que j'aurais certainement eu avantage à m'informer de tout ce qui s'offrait comme service. Et là, on a l'air peut-être d'insister lourdement sur ça, mais il n'y avait pas telle chose que l'appui à l'époque. Les sources d'information étaient peu nombreuses. Moi, j'avais le sentiment de vivre quelque chose qui m'était propre, qui m'appartenait, et je ne voyais pas comment je pouvais aller demander à d'autres de venir m'aider à régler ce que je considérais être mon problème, mon défi. Mais aujourd'hui, ce que j'entends, c'est que ça a évolué, énormément. Puis vous prendriez le téléphone et je pense que ces maladies-là sont devenues un problème de société à cause du vieillissement de la population notamment. Absolument. Édith, là-dessus? Je ferai ce que j'ai fait, c'est-à-dire j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'étais, avec qui j'étais, et comme dit Michel, je suis devenue une autre maintenant. Et comme vraisemblablement, c'est plutôt de lui dont j'aurais à prendre soin, le lien qui nous... Je me demande encore si je suis entre bonnes mains. Bon. Mais je pense que le lien qui nous unit est tellement fort que ça se ferait. Merci, Edith. Merci, Michel, vos réponses. Là, on va aller pour les questions en rafale. Oui. Donc, questions courtes, réponses courtes. Vous êtes prêts? Oui. On va essayer. On va essayer. OK, vous allez être bon, vous allez être bon. Qui a écrit les textes? Gabriel Leroy puis Félix Leclerc. Edith et Michel. Edith et Michel, évidemment. Michel, est où votre ferme? Ah, ça, je ne sais pas si je devrais le dire. Là, est-ce qu'il va y avoir grosse visite au village en fin de semaine? OK, je cours le risque. Lawrenceville, PQ, dans les cantons de l'Est. En canton de l'Est, parfait. Oui, en Estrie. Quelle est la plus grande émotion qui vous a habité tout au long de votre vie, de cette période-là? Une émotion. Oh, la plus grande émotion, c'était... c'était le... Vite, il faut que tu le dises vite. OK. Il faut que tu le dises vite. Un mot. La résilience. La résilience. L'amour. L'amour, tu dis. L'affinité. Oui. L'amour et la résilience. L'attachement. Ouais, l'attachement. Moi, c'est la solitude. Au début, le désespoir. Après ça, l'intimité. Après ça... En rafale. Une émotion, Edith. Oui. Juste une. De toutes ces émotions-là, laquelle? Oui, on est rendu à 5, là, mais je pense que... La solitude. La solitude. On n'est pas seuls ensemble, hein, ce soir. On est avec plein de gens. C'est ça qui est le fun. Puis pour terminer, la dernière question que je vais vous poser ce soir, quelle est la plus belle découverte que vous avez faite sur vous-même après avoir traversé ce rôle de pré-gérant-là, puis qui vous donne des ailes aujourd'hui? Bien là, je l'ai dit tantôt parce que j'ai mêlé mes cartes, mais c'était la résilience, c'est-à-dire prendre conscience des ressources que je pouvais avoir et dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Et puis, bien sûr, l'amour. Oui. Ben écoute, moi, qui me donne des ailes, c'est Michel. Mais ce que j'ai appris surtout, c'est que je suis capable de changer. Et que maintenant, je sais que je m'adapterai au pire. Et je pense que j'aime beaucoup mieux parce que je sais ce que c'est que de perdre. Oh, merci Edith, merci Michel. Quelle dernière réponse haute en émotion. Merci Edith pour cette vérité-là, qui est la plus grande vérité. Parce qu'à la fin, souvent, nos histoires de proche aidant, c'est des petites puis des grandes histoires d'amour. Oui. Ah oui. Merci pour vos témoignages. À vous, à la maison, merci encore une fois d'avoir été là en grand nombre. Je suis très ébranlée, Edith, par votre dernière réponse. J'espère qu'elle vous fait le même effet à la maison. On espère que vous avez passé une belle soirée au film et en compagnie d'Edith et Michel pour la suite.
On vous rappelle que l'appui est là pour vous dans toutes vos histoires différentes, chacune des personnes proches aidantes. Notre mission est de vous offrir à vous, à toutes les personnes proches aidantes, les ressources nécessaires pour vous soutenir dans votre rôle. En parlant de soutien, on vous a rappelé à plusieurs reprises au courant de la soirée le service info aidant. Clavardage, courriel, téléphone, gênez-vous pas pour faire appel à cette équipe professionnelle qui va être là pour vous accueillir dans toutes les émotions qu'Édith et Michel ont traversées au courant du film, desquelles ils nous ont parlé ce soir. Donc, on vous invite à prendre contact. On vous rappelle que le service a fini à 8 heures, mais je vous rappelle à nouveau aussi que vous pouvez laisser courriel et messages et que l'équipe va s'affairer à pied d'œuvre à vous répondre dans les prochains jours. Ça ne saurait tarder. Donc, encore une fois, merci, Édith. Merci, Magali. Merci, Merci Michel. pour votre invitation. Et merci à toute votre équipe. Ah, vous êtes Merveilleuse fabuleux. équipe. Vous êtes fabuleux. Merci à vous. À ceux à la maison, j'espère que vous avez senti tout l'amour au travers de la caméra et on vous souhaite une excellente fête de soirée.